Voici donc Rocinante à l'époque, elle avait 7 ans et comme toutes les bicyclettes de son âge, elle rêvait déjà depuis longtemps de partir faire le tour du monde, mais elle ne se décide à partir, c'est donc la quille pour elle. Elle ne se décide à partir que le 10 mai 1981, ce qui vous explique pourquoi le 10 mai 81 est resté en France une date historique. Elle s'en va par le chemin de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, donc par l'Espagne, et elle atteint très rapidement l'Afrique, au Maroc, où elle remarque que déjà Coca-Cola, eh bien ça ne s'écrit pas tout à fait de la même façon que par chez nous. Il y a aussi Boucher, que ça ne s'écrit pas tout à fait pareil non plus. Rocinante traverse les montagnes du Rif, ici, très joli pont. Simplement dommage que la rivière n'ait pas voulu passer dessous. Et c'est déjà pour elle l'initiation au désert dans le Sahara marocain. Mais vous voyez, c'est encore très facile puisque sur la droite, la route est goudronnée et sur la gauche, eh bien non, ce n'est pas un mirage, il y a même des puits de Coca-Cola. Ça va très vite, elle a encore la pêche Rocinante, elle traverse ici le nord de l'Algérie et elle arrive en Tunisie à Tabarka. Et la surprise pour elle, en Tunisie, c'est que les femmes ne portent pas de voile alors qu'elles en avaient toutes en Algérie. Enfin, quand je dis que en Tunisie les femmes ne portent pas de voile, j'oublie un tout dernier voile. Mais je triche un peu, il s'agit bien sûr d'une touriste, et ce dont Rocinante va se souvenir avec le plus d'émerveillement, c'est bien de la fantastique hospitalité musulmane, illustrée ici par Djeloul, qui est en train d'inviter Rocinante sous sa tente de bédouin. Un petit coup d'œil à la carte pour suivre la trace en rouge de Rocinante. Vous voyez qu'elle est partie du sud-est de la France et qu'elle est donc passée par la péninsule ibérique et l'Afrique du Nord. À partir de la Tunisie, pour accéder à l'Égypte en bas à droite, impossible de traverser la Libye. Elle doit donc revenir en Europe par la Sicile et l'Italie et la Grèce. La Grèce où l'attend une autre surprise. En effet, malgré l'alphabet très particulier dont les Grecs disposent, eh bien Coca-Cola, ça s'écrit toujours de la même façon que par chez nous. Ce qui ne s'écrit pas de la même façon que par chez nous, c'est café-restaurant. Et c'est en passant devant celui-là que nous sommes arrêtés par le patron, Vassili. Vassili qui m'offre à boire et qui remarque la truelle qui pend à la sacoche avant droite de Rocinante. Alors il me demande si je ne suis pas maçon. Comme c'est exactement mon métier, Vassili me propose du travail, c'est de faire les enduits de sa maison neuve. Moi je ne parle pas un mot de grec et il me semble comprendre que Vassili me propose 35 francs de l'heure. J'accepte donc et ce n'est qu'après 3 semaines de travail que je comprendrai qu'il s'agissait de 35 francs par jour. Ce n'est pas facile d'être un travailleur immigré. Ces 35 francs par jour, c'est quand même suffisant pour payer le bateau pour l'Égypte et c'est à l'escale en Crète que se produit la première alerte sanitaire du voyage. Quelqu'un est ici en train de vérifier que mes yeux sont jaunes. C'est donc bien d'une hépatite virale que je souffre. Ce n'est pas très douloureux, mais c'est assez sérieux. Alors à notre arrivée en Égypte, il va falloir que je me soigne, et cela va être avec le concours du vendeur de Ramesh Shren, ici dans une rue d'Alexandrie. Alors le Ramesh Shren, je vais vous en donner la composition pour votre prochaine crise de foie. Cela se compose de jus de tomate, de jus de citron et de farine de pois chiche. Et pendant que le cycliste soigne son foie, la bicyclette s'en va visiter toute seule les fameuses pyramides de Gizeh, dont je vous rappelle les prénoms, Khéops pour la plus grande, Képhren et Mykérinos, des pyramides qui sont très vieilles, presque 5000 ans, et qui, vues de près et surtout à l'œil du maçon que je suis, ces pyramides-là auraient quand même bien besoin d'un bon enduit. Mais comme les Égyptiens, voyez-vous, ne payaient pas plus cher que les Grecs, 35 francs par jour, eh bien je leur ai laissé leurs pyramides exactement dans l'état où je les avais trouvées et je suis allé rejoindre Rocinante pour la visite des autres monuments égyptiens. Le temple de Luxor, les colosses de même nom, dont vous jugez de la colossalité en les rapportant à l'échelle de Rocinante, au pied du premier, toute petite. Il faut noter que les colosses de même nom, eh bien, c'est le seul monument égyptien dont la visite est gratuite. Par contre, le tombeau de Toutankhamon, lui, c'est le seul monument égyptien qu'il soit interdit de photographier.
Et oui, vous voyez, j'ai pris des risques pour votre plaisir. Un dernier mot sur le temple de Horus, le dieu faucon, et je n'oublierai bien sûr pas la publicité pour Coca-Cola, qui évidemment 3000 ans avant Jésus-Christ ne pouvait pas s'écrire exactement de la même façon que de nos jours. Mais visiter les monuments égyptiens, ce n'est pas reposant. C'est beaucoup moins reposant que de fumer la pipe à eau, dans laquelle on fume bel et bien du tabac, comme ici dans un atelier où l'on fabrique les petits fourneaux en terre de ces pipes à eau à partir de glaise du Nil. Eh bien ce n'est pas reposant, d'abord à cause de ces gens-là, ils sont plusieurs dizaines à vous attendre à la sortie des monuments et à essayer de vous vendre des imitations en prétendant qu'il s'agit d'objets authentiques, mais il y a pire, et pire pour le cyclo-touriste, ce sont les enfants. Et oui, les enfants font des barrages, lancent des cailloux, jettent des bâtons dans les roues de Rocinante pour nous arrêter et pour nous dévaliser. Alors ce n'est peut-être pour eux qu'un jeu, mais c'est pour moi et Rocinante une bataille de tous les instants, puisqu'il faut forcer les barrages, et oui, il n'y a pas d'autre moyen, forcer les barrages et donc prendre les photos à la volée. Heureusement, dans l'extrême sud du pays, il y a la Nubie, c'est beaucoup plus calme, il y a moins d'enfants. J'y peux offrir à Rocinante une petite balade dans ces voiliers uniques au monde qu'on appelle là-bas les feloukas. Alors attention, sur la droite en haut, ce n'est pas une voile, c'est le capitaine de la felouka. Le repos était bien nécessaire puisque Rocinante a décidé de poursuivre vers le sud et au sud de l'Égypte il y a le Soudan. Au-delà toutefois du lac Nasser créé par le barrage d'Assouan, il faut donc prendre le bateau en compagnie de plusieurs centaines de Soudanais. Voilà le bateau, il a 3 étages, le dernier est plus bas que le quai, pas encore sous l'eau, et vous remarquerez que tous les blancs, tous les occidentaux sont déjà au 3e étage, et à cela il y a 2 raisons. La première, c'est que les autres passagers sont des musulmans très courtois, et ils ont laissé passer les étrangers d'abord. Et la deuxième raison complémentaire, c'est beaucoup plus prosaïque. En effet, pendant le voyage, presque tout le monde va souffrir de diarrhée, et comme il n'y a pas de toilette, il faut se débrouiller par-dessus bord, donc vous comprenez qu'il vaut mieux être dessus que dessous. Un autre problème ne concerne lui que les passagers musulmans. Vous savez qu'un musulman doit toujours prier en direction de la Mecque, mais sur un bateau qui sans arrêt vire de bord, il faut discuter très longtemps avant de savoir quelle est la bonne direction dans laquelle il faut prier. Et c'est après 2 jours et 2 nuits de prière et de diarrhée que nous arrivons au Soudan. Nous sommes donc ici à Wadi Alpha, sur la frontière en rouge entre l'Égypte et le Soudan. Et de là, 2 chemins possibles se présentent à nous. Si je dis nous, c'est que nous sommes maintenant 3 cyclistes européens, un Anglais, un Danois et moi-même. L'Anglais choisit de suivre le Nil en bleu. L'intérêt, c'est que dans le Nil, il y a de l'eau. Et oui, tout ce qui est en jaune ici, c'est du sable. C'est un peu la partie orientale du Sahara. Mais l'inconvénient du Nil, vous le voyez, c'est qu'il fait 2 énormes méandres et que c'est un très long chemin jusqu'à Khartoum en bas de la carte. Alors le cycliste danois et moi-même choisissons plutôt de suivre la voie ferrée qui coupe directement le désert de Nubie. Le risque, évidemment, c'est là de manquer d'eau. Ça vous explique les 8 litres d'eau supplémentaires dont est chargée Rocinante ici au premier plan. À l'arrière-plan, eh bien, il faut que je vous présente Yann, mon collègue danois, et vous remarquerez que son vélo jaune est très très lourdement chargé. Les premières nouvelles sont très bonnes. Tous les 30 km, nous découvrons de petites gares avec de 3 à 5 hommes qui sont là pour déblayer la voie en cas de tempête de sable. Ils ont un peu d'eau à nous donner. Mais ce qui ne va pas, c'est Yann, plutôt son vélo. C'est un vélo de course avec des pneus très fins qui s'enfoncent dans le sable. Et simplement pour pouvoir faire rouler son vélo, Yann doit bientôt le poser en équilibre sur le rail et marcher à côté du rail. Par contre, grâce aux pneus demi-ballon de Rocinante, moi je peux encore pédaler entre les rails, c'est même une vraie piste cyclable, et vous vous doutez bien que lui marchant et moi pédalant, ça ne va plus très bien ensemble. Tous les 2 ou 3 km, je dois m'arrêter et lire pour attendre Yann.
Je lisais, je m'en souviens très bien, l'autobiographie de Léon Trotsky. Ça fait à peu près 500 pages, il y a de quoi attendre. C'est passionnant, Trotsky aussi, mais quand même pas en plein milieu du désert de Nubie. Et au soir de notre 3e jour ensemble, ma patience est déjà usée. Et comme je n'ai pas suffisamment de réserve de nourriture pour aller aussi lentement que Yann, il me propose de partir devant et de ne l'attendre qu'au prochain ravitaillement. C'est ce que je fais le 4e jour. Alors je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas là du cadavre du cycliste danois, il s'en est très bien tiré, je vous dirai tout à l'heure comment. Non, c'est mon 14e cadavre de dromadaire, ce qui n'est pas très rassurant. Vous vous dites, diable, voilà un animal qui est étudié pour et qui n'est pas arrivé au bout. Moi, qui ne suis pas étudié pour, comment vais-je faire pour arriver au bout ? Eh bien, c'est bien sûr grâce à Rocinante que 3 jours plus tard, j'atteins la jonction entre le chemin de fer et le Nil. Voilà de l'eau, beaucoup plus que je n'en peux boire, et il y a aussi, le long de ce Nil, quelques villages où je peux m'approvisionner. Voilà par contre ce que ma carte Michelin appelle une route principale ayant priorité sur toutes les voies secondaires. Pas question bien sûr de pédaler là-dedans ou même de pousser, il faut que je revienne sur la voie ferrée et que j'adopte la solution danoise, Rocinante en équilibre sur le rail, et il va me falloir marcher au long des 690 km qui restent jusqu'à Khartoum, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil chaque jour, et c'est après un total de 20 jours de désert que j'arrive enfin en vue de Khartoum, la très agréable capitale du Soudan. J'y retrouve Yann à l'auberge de jeunesse, et oui, les Danois s'est futé, lui il avait pris le train. Une auberge de jeunesse qui est tout à fait à l'image du pays, puisque même l'eau y était rationnée, et regardez bien la goutte qui perle au robinet, cette goutte ne sera pas perdue pour tout le monde, elle sera pour le chat. Et voilà l'anglais, il s'appelle Bobo. Pas seulement ce jour-là, non. Et son prénom de Bobo explique pourquoi il ne ressemble pas à un anglais typique. Son père est chinois et sa mère française, et d'ailleurs tout le monde le prend pour un japonais. Il est donc arrivé à Khartoum une semaine après moi, en vélo lui aussi, mais il a eu des maux avec un autocar urbain, et c'est l'autocar urbain qui a eu le dessus, d'où la double fracture ouverte du cubitus. C'est bien triste, mais c'est très terminé pour Bobo. Il doit ici revendre tout son équipement aux autres voyageurs avant d'être rapatrié sur Londres. Mais ce qui est encore plus triste, c'est que dans la panique qui a suivi l'accident, le vélo de Yann le Danois a été volé. Alors Rocinante est la seule des 3 bicyclettes européennes à continuer vers le sud, qui va être encore bien plus difficile que le nord. Voyez, d'abord la tôle ondulée. Alors j'avais un guide français qui disait sur la tôle ondulée c'est facile, vous roulez à 80 km/h et vous ne sentez plus les bosses. Alors je suppose que l'auteur n'a jamais essayé de rouler à 80 km/h avec un vélo chargé, et c'est bien sûr pour moi du boss à boss sur cette tôle ondulée. Les 6 premiers jours après Khartoum sont très agréables puisque je suis toujours en territoire musulman. Et tous les soirs, je suis invité par des gens humbles comme ici, ou des gens beaucoup plus aisés, comme là, où d'ailleurs la cérémonie de la photo de famille prend toujours beaucoup de temps et d'importance. Si vous ne m'avez pas reconnu, ici je suis au 2e rang et j'ai un chapeau sur la tête. Le 7e jour, les choses se compliquent. Ce n'est plus de la tôle ondulée, mais ce que j'appellerais volontiers du champ de patates après l'arrachage. Pas question de pédaler, il faut pousser. Et au soir du 7e jour, je n'ai pas trouvé de village, je ne sais pas où est le Nil, et je n'ai plus qu'1 litre d'eau dans mes bidons. Pire, il va falloir que je dorme pour la première fois de ma vie dans la savane africaine. Je ne suis pas rassuré du tout, on m'avait dit t'inquiète pas, les lions n'aiment pas la chair humaine, mais méfie-toi de ces animaux-là, puisque comme tu dors sans tente, ils pourraient très bien être attirés par la chaleur de ton sac de couchage et se glisser à l'intérieur. Alors tous les matins, quand je me réveille, j'ai pris l'habitude de toujours vérifier mentalement si je suis toujours tout seul dans mon sac de couchage avant de commencer à bouger. Et le 8e matin, là, je suis toujours tout seul dans mon sac de couchage, mais mon litre d'eau est toujours tout seul dans mes bidons. Vers 10h du matin, plus d'eau, 10e crevaison. Et oui, 10e crevaison, le sud soudanais est équipé d'épines tout à fait étudiées pour.
Sans eau, je ne peux pas réparer. Sans réparer, je ne peux pas aller chercher de l'eau, le problème est cornélien. Et je commence à avoir peur de mourir de soif, mais je ne veux pas mourir de soif sans terminer l'autobiographie de Léon Trotsky. J'étais donc en train de lire quand j'ai senti une présence rassurante en elle-même, si l'on oublie la lance. Cet homme-là ne parlait pas très bien l'arabe, remarquez moi non plus, mais j'ai fini par comprendre qu'il y avait un village à 1 heure de marche et il m'a fallu tout l'après-midi pour l'atteindre en poussant Rocinante et j'avais alors la bouche tellement sèche que lorsque j'ai voulu sourire, mes lèvres sont restées accrochées à mes dents. Alors je ne sais pas si vous voyez bien le problème, mais chaque fois que je voulais ressourire, j'étais obligé de remettre mes lèvres en place avec mes doigts, ce qui n'est pas très correct, même en plein milieu du Soudan. Je vais dormir chez le seul musulman du village, l'instituteur, qui a voulu le lendemain matin poser devant son logement de fonction. Vous voyez qu'on soigne bien les fonctionnaires au Soudan. Le seul musulman du village, en effet, puisque je suis maintenant chez les Chilouks. Les Chilouks sont une tribu un peu particulière du sud soudanais, d'abord parce que ce sont des pêcheurs, alors que les autres tribus sont surtout des éleveurs. Et ensuite parce que, regardez bien le front de ces femmes, les Chilouks ont une cicatrice tribale tout à fait inimitable. On dirait un diadème de boules de chair, et c'est pour les Chilouks un moyen infaillible de se distinguer des autres tribus. Et c'est en plein milieu de ces territoires Chilouks que nous arrivons à Malakal, une assez grosse bourgade où Rocinante croit bien rêver, regarder du goudron. Vous ne pouvez pas imaginer la joie d'une bicyclette qui retrouve le goudron après 15 jours de tôle ondulée, mais ce n'était bien sûr qu'un rêve, puisqu'il n'y en avait qu'un seul kilomètre de goudron, depuis l'entrée du village ici jusqu'au centre-ville, où nous allons refaire quelques provisions au supermarché du coin. Vous noterez au passage le sourire particulièrement commerçant du caissier. 1 mois, 30 jours séparent ces deux clichés et pourtant nous sommes toujours au Soudan. C'est vous dire à quel point le pays est grand, c'est vous dire à quel point Rocinante et moi sommes lents. Et c'est le jour même où la piste s'améliore que ma santé se détériore, je m'aperçois souffrir, et souffrir est bien le mot, ça c'est très douloureux, je m'aperçois souffrir d'une dysenterie amibienne dans mon guide. Toujours le même, il est dit que dans ce cas-là, il faut courir à l'hôpital le plus proche, et d'après ma carte, l'hôpital le plus proche, c'est à Nairobi, à 1480 km plus loin. Je n'ai bien sûr pas le choix, il faut essayer d'atteindre Nairobi, et cela va être au travers de tribus assez inamicales, comme c'est l'Atouka qu'il a fallu payer pour la photo. C'est d'ailleurs pour cela que je vous la montre, parce que c'est un affreux contre-jour, et c'est vrai qu'un contre-jour avec un Africain, ça ne pardonne pas. Je vous la montre aussi pour une recette intéressante. L'homme porte ici une plume d'autruche sur la tête, et il paraît que c'est très efficace pour éloigner les mouches. La femme, elle, fume de la bouse de vache séchée, et il paraît là aussi que c'est très efficace pour éloigner les mouches naturellement. Manger dans cette région n'est pas facile, sauf ce jour-là, une exception où ces enfants vendaient des noix de coco dont on mange l'écorce, qui est juteuse, quelque chose que je n'ai jamais revu depuis. Mais bien sûr, manger n'est que le cadet de mes soucis. L'aîné de mes soucis, c'est bien sûr de boire. 1 fois par jour, je dois trouver un village et me faire guider jusqu'au point d'eau. En général, c'est comme ici un trou creusé au fond d'une rivière à sec. L'eau est boueuse, mais je n'ai bien sûr pas le choix. Tandis que pour dormir, on me laisse en général dérouler mon sac de couchage au milieu du village. Mais après 5 jours de dysenterie amibienne, j'en suis à devoir m'allonger en bord de piste toutes les 20 minutes pour ne pas perdre connaissance, tellement la déshydratation m'a affaibli. Et je vais m'écrouler dans le village de Capoeira, où ce sont des missionnaires suisses-allemands qui vont en quelque sorte me sauver la vie en nous embarquant, Rocinante et moi, sur leur gros camion tout-terrain pour nous faire traverser le désert du Turkana, encore un désert, et nous faire accéder au haut plateau du Kenya. Alors le contraste parle de lui-même, c'était le Soudan, voilà le Kenya. Pour nous, c'est le paradis tout simplement, c'est vert comme le paradis, ici parce qu'on cultive le thé, là parce qu'on fait pousser le café, ce qui est aussi rouge par petits morceaux sur la gauche. C'est un paradis parce qu'il y a des hôtels,
Enfin, celui-là, il ne faut pas le manquer, hein, puisqu'il s'appelle en anglais le premier et le dernier hôtel, mais ça ne dépend en fait que de la direction dans laquelle vous arrivez dans le village. C'est un paradis pour Rocinante, puisqu'il y a du goudron. Mais à ce moment-là, si la santé du cycliste s'est améliorée grâce aux soins des missionnaires, la santé du vélo ne s'est pas arrangée du tout. Vous voyez, il a fallu attacher les pneus pour empêcher la chambre à air de s'échapper, tellement les pneus sont usés. Il a fallu utiliser un morceau de chambre à air pour obliger le dérailleur à dérailler. Le pauvre dérailleur n'a plus qu'une roulette. Et plutôt que de changer mes rayons cassés, j'en suis à crocheter 2 morceaux de rayons ensemble pour en faire un seul. Autrement dit, Nairobi, la capitale du Kenya, et son unique marchand de cycles sont vraiment les bienvenus. Et pour compléter la convalescence aussi bien du cycliste que de la bicyclette, nous partons au travers des réserves naturelles, nous reposer 3 semaines sur la côte de l'océan Indien. Et vous voyez que cela complète bien notre image paradisiaque du Kenya. La plage, c'est même pas du sable, c'est de la poussière de corail. Il y a des cocotiers. Et même pour le repos de la guerrière, je parle bien sûr de Rocinante, il y a un petit copain pour elle, c'est le vélo du maraîcher. Mais à ce rythme-là, j'en aurai sans doute pour plusieurs heures à vous raconter les aventures de Rocinante, alors je vais rapidement évoquer quelques pays suivants sur la carte. Voilà, nous sommes au nord de l'océan Indien, près de Mombasa, et vous voyez que la ligne rouge du trajet de Rocinante remonte sur l'Ouganda, la frontière étant fermée avec la Tanzanie. L'Ouganda que nous traversons en serrant les fesses avant de redescendre à la verticale sur le Rwanda, marqué RW ici, le Burundi, BU, la Zambie, le Zimbabwe, le Malawi, le Botswana, le Bophuthatswana. Alors ça c'était nouveau, ça venait de sortir, le Bophuthatswana, un pays que j'ai découvert en y arrivant dessus, et qui est une sorte de tampon avant l'Afrique du Sud, où Rocinante arrive dans un état de décomposition assez avancé. Et oui, comme je n'ai pas trouvé de pneus à la pointure de Rocinante, j'ai dû raccommoder et rapiécer mes pneus kenyans. Quant au crochetage des rayons, vous voyez qu'il confine maintenant quasiment à de l'expression artistique. Alors l'Afrique du Sud, c'est bien sûr le pays de la ségrégation raciale, comme en témoignent encore quelques toilettes publiques. De ce côté, c'est pour les Noirs, les Métis et les Asiatiques, et de l'autre côté, c'est pour les Blancs. Ce qui, vous le voyez, pose un gros problème à Rocinante, puisqu'elle est bleue. Mais l'Afrique du Sud, c'est aussi le seul pays d'Afrique où l'on peut travailler pour un salaire décent, que l'on soit blanc, noir ou bleu. C'est donc l'occasion ou jamais pour Rocinante et moi de refaire nos économies, de remonter notre pécule. Et nous voilà donc ici, comme chaque matin, partant au turbin. Le turbin, c'est surtout pour ma pomme, Rocinante se chargeant seulement du transport. Et le turbin, ça consiste à poser du papier peint, un emploi qui va me permettre de noter quelques détails amusants pour changer, quelques détails amusants du paysage sud-africain, comme la publicité pour les Gauloises. Et oui, les Sud-Africains ne comprennent pas le français, donc il faut leur expliquer comment ça se prononce. Gauloise, vous voyez, en haut à droite, c'est comme un goal de football, et puis oise. Mais le plus beau, c'est de l'autre côté de l'autobus, puisque tant qu'on y était, eh bien, on montre aussi aux Sud-Africains à quoi ça ressemble un français typique. Après 3 mois de papier peint, nous reprenons la route, un tantinet suréquipé. C'est en effet Peugeot Afrique du Sud qui a remis Rocinante à neuf, et ils l'ont doté d'une roue de secours à laquelle, vous le voyez, j'ai fixé un petit pot de fleurs où j'ai semé des radis de façon à m'assurer un approvisionnement constant en légumes frais. Ce qui est quand même bien sous-estimé l'Afrique du Sud, où l'agriculture est florissante. Voici d'ailleurs une ferme typique où l'on élevait un bétail un peu particulier. Des autruches, on m'explique que les autruches, c'est un bétail comme n'importe quel bétail, mais ce n'est quand même pas très bon pour la production du lait. Non, pour le lait, ça ne marche pas très bien, mais ça marche très bien pour produire des plumes, du cuir. On en fait des chaussures, pour produire de la viande, et qu'on peut aussi s'en servir de monture. Alors si un jour vous voulez monter une autruche, écoutez bien, on commence par lui enfiler un sac sur la tête, elle croit que la nuit tombe, elle s'endort, c'est y bête une autruche, et quand elle dort, eh bien vous sautez dessus, vous enlevez le sac, et hop, c'est le tiercé.
le tiercé d'autruche en Afrique du Sud. Et c'est à une allure bien inférieure à celle du tiercé que Rocinante, après 1 an et demi de voyage, arrive enfin au bout de l'Afrique, le cap de Bonne-Espérance. Et là, je lui dis qu'il va lui falloir apprendre à nager pour continuer plus loin, puisqu'il n'y a plus que de l'eau devant. Mais vous savez, les vélos, c'est un peu comme les chats, ça n'aime pas l'eau. Et Rocinante va avoir une autre idée, après la rencontre de ces deux autres vélos qui, même vus de loin, n'avaient pas l'air d'être du coin. Effectivement, c'était un Breton et une Bretonne. Eux aussi ont descendu toute l'Afrique à vélo. La rencontre est tout à fait exceptionnelle. Et comme ils prennent l'avion pour l'Amérique du Sud, eh bien c'est ce que veut faire Rocinante maintenant. Mais nous allons encore passer 2 mois au cap de Bonne-Espérance. Et là, je vais vous laisser vous demander pourquoi diable. Et oui, c'était le temps nécessaire à l'obtention d'un billet d'avion à prix réduit. Il suffit en Afrique du Sud de prétendre que l'on est marin, et que là, on vous rabat 25% sur le prix du billet. Mais un marin avec une bicyclette, c'est quand même suspect. Alors il a fallu cacher Rocinante dans ce grand carton pour la faire admettre dans le Boeing 747. 7 heures plus tard, eh oui ça va beaucoup plus vite que d'habitude, 7 heures plus tard nous voilà en Argentine, un pays très européanisé dont Rocinante n'a gardé que cette image d'un Argentin buvant le thé à la pipe. En fait ça s'appelle du maté, mais après la pipe à eau des Égyptiens, il m'a semblé intéressant de vous montrer la pipe à thé des Argentins. Et puis c'est le Chili où les 2 chevaux semblent avoir reçu un sacré coup de matraque derrière la tête, sans doute encore un coup à Pinochet. Et comme l'hiver austral menace, Rocinante commence à remonter vers l'équateur, c'est-à-dire vers le nord du Chili, qui est le désert le plus sec du monde, coincé entre la cordillère des Andes et le Pacifique. La route est goudronnée, mais donc pas de problème. Mais c'est parfaitement ennuyeux. Ce désert s'étend en bande côtière quasiment depuis le mot Chili ici jusque bien au-delà de l'écran jusqu'en Équateur. Alors arrivé au niveau du tropique du Capricorne, Rocinante en a marre et vous voyez qu'à partir d'Antofagasta, elle oblique sur la droite, c'est-à-dire qu'elle part vers la Bolivie et à l'assaut de la cordillère des Andes. 3700 mètres d'altitude et pourtant ce n'est ici ni de la neige ni de la glace. C'est du sel, cela s'appelle le Salar d'Uyuni et c'est en quelque sorte une mer intérieure qui aurait perdu toute son eau. Comme c'est parfaitement plat, les gens y utilisent des vélos, il y a donc de véritables pistes cyclables qui s'interrompent malheureusement pour franchir les cours d'eau et il faut là s'en remettre encore à la voie ferrée avant que ne recommence la bonne vieille piste bien dure. Réapparaissent au même instant les traces de vie puisqu'on quitte le désert, un animal que Rocinante n'avait encore jamais rencontré. Après les animaux, les hommes, un cheminot bolivien avec de très jolies locomotives derrière. Et après les hommes, toujours après les hommes, dans ces pays où un homme ça se dit macho, eh bien viennent les femmes, les fameuses boliviennes au chapeau melon. Ici dans un marché à plus de 4000 mètres d'altitude, vous voyez qu'on y vendait du raisin sur la gauche. C'est donc autrement plus facile de s'approvisionner qu'en Afrique et pourtant ce haut plateau bolivien a un énorme point commun avec l'Afrique, c'est le manque d'eau. Vous voyez comme la végétation est rase, il y fait d'ailleurs tellement sec que pour faire chauffer mon café, je peux même faire brûler des racines. Il y fait aussi tellement froid, à cause de l'altitude, que même les ânes ont de la laine. Il y fait tellement froid que, nous semble-t-il, l'accueil est beaucoup moins chaleureux qu'en Afrique. À quelques exceptions près quand même, comme ici où le chef de famille m'invite à m'asseoir dans la salle à manger en plein air pour savourer des tripes de lama frites accompagnées, heureusement pour mon foie, d'un bol de maïs jaune, le sempiternel maïs jaune sud-américain dont on fait aussi la bière. Cela s'appelle en fait la chicha et on me l'offre ici près de Cochabamba en m'expliquant que pour faire la chicha il faut mâcher du maïs et le recracher avec de la salive puisque c'est la salive qui fait fermenter. On obtient cette espèce de jus d'orange, mais croyez-moi c'est beaucoup plus puissant que du jus d'orange. Après 3 verres, il fallait que Rocinante me soutienne, et après 12 verres, le tractoriste, qui donc battait son blé avec son tracteur, eh bien le tractoriste après 12 verres avait de sacrées tendances à déraper dans les virages.
Malgré la chicha, Rocinante atteint Potosi, où vous les reconnaissez sans doute, les deux Bretons de tout à l'heure, c'est-à-dire en fait d'il y a 3 mois, et pourtant nous ne nous étions absolument pas donné rendez-vous. Nous voyons dans cette rencontre un peu le signe du destin, et nous restons ensemble au moins le temps de visiter le pays suivant, le Pérou, et Cusco, qui est l'ancienne capitale des Incas, et qui est toujours aujourd'hui la capitale sud-américaine du tourisme. C'est là qu'on déguste le plat national péruvien, le cochon d'Inde. Et là, il faut m'excuser, mais mes devoirs d'ethnologue amateur m'obligent à préciser qu'en quechua, le quechua c'est la langue des Incas, eh bien cochon d'Inde, ça se dit cuy, ce qui fait de Cusco le seul endroit du monde où l'on peut savourer des cuys en broche, des cuys en sauce ou des cuys en salade. C'est aussi de Cusco que l'on part visiter le célèbre Machu Picchu. On nous dit c'est impossible à vélo, il faut prendre le train. Mais vous savez, les Bretons, c'est têtu et ces deux-là décident de tenter le coup. Il faut donc que Rocinante suive tant bien que mal, plutôt mal que bien d'ailleurs, puisqu'elle n'a alors que 5 vitesses. Bientôt en effet, la pauvre piste que nous avions trouvée sur la voie ferrée se rabat sur la voie ferrée et il faut que Rocinante apprenne à ses collègues bretonnes à faire du rail. Alors que, contrairement aux idées reçues, nous descendons sur le Machu Picchu et qu'apparaissent ici les premiers bananiers. Alors faire du rail, voilà le genre d'acrobatie que cela comporte. C'est beaucoup plus dangereux qu'au Soudan, puisque les trains sont ici plus nombreux, parce qu'il y a des virages, parce qu'il y a des ponts. Ici, 30 mètres de vide entre chaque traverse jusqu'au ruisseau, et Charlotte la Bretonne est prise de vertige et ne peut finir le pont que solidement cramponnée à Rocinante. Il y a des tunnels, et là on ne sait jamais en y entrant s'ils ne sont pas déjà occupés, et puis il y a des villages où il faut expliquer pourquoi ce jour-là c'est pas le train qui arrive, mais 3 bicyclettes lourdement chargées. Après 2 jours de rail, nous pédalons les derniers kilomètres vers le Machu Picchu. Le Machu Picchu, c'est le village en ruine sur la gauche. Je n'ai pas le temps de vous en dire long sur le Machu Picchu, sauf que c'est sans doute le plus beau site archéologique de tout le voyage de Rocinante. Alors, si vous en avez l'occasion, ne ratez surtout pas l'Intihuatana, ce qui veut dire la pierre qui accroche le soleil et qui était l'autel dans la religion des Incas. Pour quitter le Machu Picchu, il nous faut emprunter des sentiers muletiers. Encore une occasion de montrer que le vélo, ça passe même là où les voitures tout-terrain ne passent pas. Il faut aussi passer 4 cols à plus de 4000 mètres d'altitude, 4100 mètres ici, où vous voyez qu'il faut non seulement se protéger du froid, dû à l'altitude, le vent est glacial, mais il faut aussi se protéger du soleil, dû à la proximité de l'équateur. Il s'agit d'une piste très rocailleuse, ce qui n'est pas au goût de la roue avant de Rocinante. Cette réparation à l'africaine ne durera pas, mais vous vous souvenez que Peugeot Afrique du Sud avait équipé Rocinante d'une roue de secours. Ce n'est donc pas une grosse affaire que de continuer et d'atteindre Lima, la capitale péruvienne, où Charlotte reprend l'avion pour la France, tandis que Raymond, son breton, me donne rendez-vous pour bien au-delà du nord péruvien, qui n'est rien d'autre que la continuation du désert chilien. Il me donne rendez-vous pour au-delà de l'équateur, pour le nord de la Colombie, où nous attend un gros obstacle, c'est le fameux Darien. Alors pour vous expliquer, voilà de nouveau la carte, le trait rouge en double, c'est encore la route panaméricaine goudronnée. Le trait rouge simple, c'est du chemin de terre, ou plus exactement du chemin de boue. Et le trait rouge pointillé, eh bien ce n'est encore qu'un projet, et pour l'instant rien d'autre que de la forêt vierge et des marécages. Pour nous y aventurer à partir de Turbo, nous commençons par louer une chalupa, et nous remontons le Rio Atrato jusqu'à ce qu'il devienne trop étroit pour la chalupa. Alors, nous nous en remettons à des piroguiers. Alors les piroguiers, d'un côté c'est tout à fait fantastique, nous nous enfonçons dans la forêt vierge et c'est tout à fait comme dans les films et les romans d'aventure, mais de notre côté, alors que les vélos commencent à se faire encombrants, ils ont tendance à déborder de chaque côté des pirogues, à accrocher les branches, de notre côté c'est un peu angoissant puisque nous ne sommes plus aussi indépendants qu'à notre habitude, nous dépendons maintenant complètement des piroguiers qui vont nous arrêter, disent-ils, chez un guide qui connaît 12 sentiers illégaux pour se rendre au Panama. Pourquoi illégaux? Eh bien parce que les autres personnes qui veulent traverser le Darien à pied, ce sont essentiellement les trafiquants de cocaïne. Les piroguiers nous laissent donc à Perranchito, chez Monsieur Ramon, le fameux guide.
ici en chemise jaune, avec toute sa petite famille, des gens très gentils. Ils insistent pour nous garder à manger et pour que nous dormions. C'est vrai que le lendemain, ça va être très très dur. C'est la saison des pluies. Il y a plusieurs rios à franchir de cette manière, ou si c'est trop profond, en équilibre sur une pirogue, toujours le vélo sur le dos. Il y a des troncs d'arbres abattus et des marécages à franchir, toujours le vélo sur le dos, ce qui est vite très douloureux. Et ici, alors que seul Raymond a encore la force de prendre des photos, moi, après 3 heures à me battre contre la forêt, j'ai très envie d'abandonner Rocinante dans la boue. Elle ne m'est plus qu'un handicap et ce serait bien sûr plus intelligent que de continuer sans elle. Mais Rocinante, vous vous en doutez, m'est devenue chère, et notamment parce qu'elle rassemble tous les souvenirs de ce tour du monde. Comme ma collection de capsules de bière sur le garde-boue avant, j'en ai fixé une ici chaque fois que j'ai bu un peu trop de bière, si vous voyez ce que je veux dire. Ce sont donc de très bons souvenirs que je fais l'effort de conserver au moins jusqu'au premier village, Cacarica. Cacarica, où nous rencontrons les Basucata, c'est comme ça qu'on appelle ici les trafiquants de cocaïne. Ces Basucata-là ont beaucoup d'argent, et ils proposent tout de suite d'acheter nos vélos. Ils proposent même l'équivalent de 300 francs pour acheter Rocinante que je n'ai payé que 150 francs il y a maintenant plus de 10 ans. Vous comprenez donc que je suis tenté, mais malheureusement, et heureusement pour Rocinante, nous ne trouvons pas de guide pour continuer à moins de 150 $ par jour, 150 $ par jour, et il reste plus de 15 jours pour franchir le Darien. C'est donc bien au-delà de nos possibilités. Nous devons donc rebrousser chemin sur Medellín pour faire comme tout le monde, c'est-à-dire prendre l'avion par-dessus le Darien. C'est d'autant plus dommage qu'il ne s'agit que d'un saut de puce d'1 heure de vol, un pointillé ici en bas à droite. De Panama City, sous le P, Raymond part à toute vitesse sur Mexico, d'où il rentrera en France pour Noël 83. Rocinante et moi remontons plus lentement l'Amérique centrale, commençant par le Panama, à la végétation luxuriante où Rocinante peut tous les jours garnir son petit pot de fleurs péruviens, avec donc des fleurs et même parfois aussi avec des orchidées. Mais ce que moi je trouve moins facilement que Rocinante des orchidées, ce sont ces fameux petits billets verts, les dollars qui dans mes poches se font de plus en plus rares. Et quand il n'y en a plus que je vous laisse compter, il me faut prendre quelques décisions draconiennes. La première décision, c'est de ne plus faire que des photos en noir et blanc. Et oui, la pellicule coûte moins cher à l'achat. La deuxième décision, c'est de faire comme ces enfants, c'est-à-dire de participer à la cueillette du café qui bat son plein dans le pays suivant, c'est-à-dire le Costa Rica. Et dans une hacienda cafetalera, on me noue un panier autour de la taille, et quand le panier est plein, des contremaîtres le mesurent et me le payent l'équivalent de 1 $. Et quand vous saurez qu'il me fallait entre 1 heure et 2 heures pour remplir mon panier, vous calculerez qu'au maximum, je gagnais 1 $ de l'heure. Ce n'est pas beaucoup, mais cela me suffit pour continuer mon voyage sur le Nicaragua, où une nuit que je marche pieds nus, je suis piqué par cet énorme scorpion jaune et noir. Et comme vous vous en doutez, c'est le scorpion qui est mort. Non pas que mon sang ait été pourri par les maladies que j'ai eues en Afrique, mais tout simplement parce que j'ai tué le scorpion pour le montrer à un médecin qui m'a dit que la piqûre des gros scorpions c'était pas mortel et que c'était au Nicaragua beaucoup moins dangereux que la guerre civile qui, c'est vrai, faisait toujours rage. Nous passons donc rapidement au Honduras pour voir quelques ruines mayas, et puis c'est le Guatemala aux indiennes très colorées, si je vous assure très colorées, et c'est enfin le Mexique où 1 heure après cet autoportrait se situe l'incident le plus dramatique des aventures de Rocinante, puisque nous sommes attaqués par des bandits de grand chemin, bien armés comme vous voyez, un incident plein de conséquences sur la suite du voyage, et avec une conséquence immédiate pour la projection, c'est-à-dire qu'il provoque l'entracte. No quisiera que de nadie te acordara. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Les spectateurs qui sont restés pour avoir des détails sur cette agression au Mexique devront acheter le livre parce qu'il faut m'excuser, mais je n'ai pu prendre aucune photo de ce moment pathétique.
Je dirais simplement que cette agression a été suffisamment grave pour m'obliger à interrompre le tour du monde de Rocinante et à rentrer en France. Là, mon métier de maçon m'a permis de refaire quelques économies et surtout, rassurez-vous, m'a permis de racheter de la pellicule couleur de façon à, de retour à Mexico, de façon à redonner au Zócalo, le Zócalo c'est la place principale de la capitale mexicaine, de façon donc à lui redonner toutes ses couleurs. C'était justement le jour du lever des couleurs. Et qu'y a-t-il donc de plus coloré qu'un drapeau mexicain ? Pendant toute l'année de mon absence, Rocinante m'a sagement attendu à la consigne de l'hôtel Monte-Carlo, et donc en janvier 1985, j'ai pu la réenfourcher pour continuer à progresser vers le nord. Et au nord du Mexique, il y a un pays que Rocinante croyait bien connaître, tant elle avait vu de films et de feuilletons américains, mais elle va découvrir un pays bien plus complexe, avec des aspects tout à fait inattendus. À la Nouvelle-Orléans, par exemple, elle découvre que les Américains sont de véritables fanatiques de l'exercice physique, de véritables passionnés du jogging, qu'ils font avec toutes sortes de choses sur la tête, comme ici cet homme au milieu avec une plume d'autruche. Et ce n'est bien sûr pas là pour éloigner les mouches, mais elle découvre surtout qu'ils font cela du jogging dès le plus jeune âge. En Caroline du Nord, un peu plus haut, une crevaison, c'est la 160e crevaison du voyage de Rocinante. Cette crevaison nous arrête devant la propriété de monsieur Harvey Lee Oswell, qui est un ancien directeur de cirque ambulant, un cirque qui présentait toutes sortes de monstres comme ce bébé à 2 têtes et qui présentait surtout des serpents. Et Harvey en a toujours avec lui des petits serpents, mais aussi des très gros, comme ce python de 5 mètres de long qu'il tient absolument à faire poser devant mon objectif. Après quelques bières et quelques-unes de mes histoires, Harvey prend Rocinante en sympathie et nous invite à dormir chez lui, c'est-à-dire à côté du python, de façon à participer le lendemain à la capture d'un serpent très venimeux qui manque à sa collection, le cottonmouth, et cette capture aura lieu dans les marécages bourrés d'alligators qui existent tout près. Le lendemain, nous louons 2 barques et nous nous armons d'un pack de bière que nous allons siroter en nous enfonçant dans le marécage. Harvey, le chef, Earl, son jeune aide, et moi-même. Attention, cric des cottonmouths, continuez à vos risques et périls, voilà ce que dit la pancarte. Et puis soudain, en effet, Earl saisit sa pince. Voilà l'animal qui fait front, mais il n'est pas de taille. Cottonmouth, ça veut dire bouche de coton. Ce serpent a en effet l'intérieur de la bouche aussi blanc que du coton, mais il est fortement conseillé d'identifier l'animal avant d'avoir vu l'intérieur de sa bouche. Sa morsure est en effet mortelle. Heureux de cette identification en temps utile, nous finissons si bien le pack de bière que même l'appareil photo a tendance à y voir trouble. Un peu plus loin, c'est à New York que Rocinante assiste à quelque chose d'aussi inattendu. Il s'agit du défilé annuel des homosexuels américains. The Army Athletic Association reminds you that a football Saturday at West Point is much more than a football game. It's sightseeing with something for everyone in the family. Visit the museum, the Cadet Chapel, historic Fort Putnam, and much more. A football Saturday is a parade. C'est aussi à New York que me rejoint Françoise. Alors Françoise, vous ne la connaissez pas encore. Moi, je l'ai rencontrée à mon retour en France après l'attaque au Mexique et elle vient donc faire un bout de chemin avec moi. Elle ne vient pas toute seule, mais avec une superbe bicyclette toute neuve offerte par Peugeot. Et quand je dis superbe, c'est vrai que Rocinante supporte très mal la comparaison. La nouvelle bicyclette aligne en effet 18 vitesses, 3 freins, et même, on n'arrête pas le progrès, un petit ordinateur de bord. C'est donc à 4 désormais que nous continuons vers le nord. C'est un énorme changement pour moi, il me faut m'adapter. Avant d'entrer en ville, il faut maintenant se refaire une beauté. Je n'y étais pas habitué. Et tous les jours, il faut que je me rase. Et à cela non plus,
je n'étais pas habitué. Tout cela va quand même avec quelques compensations, la tente qui règle tous les problèmes de serpent et la cuisine qui prend des allures de gastronomie. En effet, Françoise est parisienne et comme chacun sait, les Parisiens, ça s'y connaît en champignons. Et oui, qui ne connaît pas les champignons de Paris? Dès qu'elle s'écarte de la route, Françoise trouve des champignons à pleine brassée, des bolets, même des cèpes et des morilles, tellement d'ailleurs qu'elle doit faire sécher ce que nous ne pouvons consommer le jour même. Pour Françoise, l'adaptation est d'une autre nature. C'est la première fois en effet qu'elle voyage à vélo, c'est très pénible au début, surtout au sommet des cols. Il fait en plus de cela très chaud et Françoise pédale bientôt dans une tenue qui est assez loin de la tenue traditionnelle des cyclotouristes, mais cette tenue-là, voyez-vous, lui permet de profiter de chaque étendue d'eau pour se rafraîchir. Lorsque Rocinante était seule, elle attirait déjà beaucoup l'attention des télévisions qui sont très nombreuses en Amérique du Nord et maintenant que nous sommes 4, cela attire d'autant plus la curiosité des caméras et si j'en parle, c'est que toute cette publicité va nous valoir quelques rencontres fantastiques, comme par exemple Régent. Non, ce ne sont pas des antennes qu'il a sur la tête, mais des petits miroirs qui lui servent de rétroviseur. Régent est en effet un cycliste, et même un sacré cycliste. Il a 35 vélos dans son appartement. Et il a même un tandem côte à côte qu'il essaye ici avec Françoise. Un tandem côte à côte. Et lorsqu'il a des invités, comme c'est le cas avec nous, Régent sort son vélo à 4 places. Alors Régent, c'était à Montréal. Nous montons encore plus au nord pour aller voir les plus gros animaux du voyage de Rocinante, les baleines. Et pour nous montrer à quel point c'est gros, une baleine, on nous dit que la langue de la baleine bleue, rien que sa langue, est aussi grosse qu'un éléphant. Difficile d'imaginer le reste. Alors voilà, les baleines, c'était à Tadoussac, tout en haut de la carte. Nous y étions montés par Montréal et Québec et nous allons en redescendre par la droite, c'est-à-dire au travers du Maine, du New Hampshire, du Massachusetts et du Connecticut, avant de revenir sur New York, Manhattan, où Françoise reprend l'avion. Elle devait remporter Rocinante pour qui l'heure de la retraite a sonné, puisque moi je continue sur le nouveau vélo, mais hélas la compagnie aérienne refuse d'embarquer Rocinante. Il me faut donc, c'est bien triste, essayer de m'en débarrasser. J'essaye de la vendre, avec un panneau derrière qui veut dire à vendre, en américain branché, et oui, for sale. Mais pensez donc, un vélo de 12 ans à New York, personne n'en veut. Alors j'essaye de me la faire voler. Je la laisse sans surveillance devant la poste du quartier Clinton, un quartier très malfamé où les vélos normalement ne font pas de vieux os. Mais pourtant, 3 heures plus tard, Rocinante est toujours là et je vais finir par la laisser en cadeau à 2 amis qui tiennent un magasin de cycles sur Madison Avenue. Ils vont décorer leur vitrine avec Rocinante, alors si un jour vous passez par Madison Avenue, allez s'il vous plaît dire bonjour à Rocinante de ma part. Voilà le plan pour trouver le magasin. Et pour l'instant donc, sur cette nouvelle bicyclette que je vais aussi appeler Rocinante pour simplifier les choses, eh bien moi je change de direction et je fonce vers l'ouest. Voilà ce qu'aura donné le circuit américain des 2 Rocinantes. Cela passe par 30 états différents et je vais résumer la ruée vers l'ouest de Rocinante numéro 2, avec un détail peu connu du paysage américain, ce sont les boîtes aux lettres. Voilà une boîte aux lettres normale dans le New Jersey. En Pennsylvanie, cela devient nettement plus agricole. Dans l'Ohio, c'est toujours très nature. Dans l'Indiana, voilà une boîte aux lettres fabriquée à partir d'une pompe à eau. Dans l'Illinois, patrie de Monsieur John Deere, l'inventeur célèbre de la charrue auto-nettoyante, eh bien la boîte aux lettres charrue s'impose. Voilà une boîte aux lettres balance dans l'Iowa. Dans le Missouri, une autre qui est la réplique exacte de sa maison, en pierre, s'il vous plaît. Et puis dans le Kansas, où commence le pays des cowboys, voilà des boîtes aux lettres qui sont tout à fait dans le ton. Et pour finir, en Californie, c'est carrément du délire, puisque voilà la boîte aux lettres pour le courrier par avion. Une boîte aux lettres à 6 mètres du sol, il faut quand même que les avions volent bas.
Alors la Californie, c'est aux États-Unis là où le soleil se couche. Pourtant, Rocinante et moi n'allons pas nous y reposer. Il nous y faut travailler encore, non pas que nos finances soient déjà en baisse, mais tout simplement parce qu'il faut y attendre un nouveau passeport français. Et oui, cela fait déjà 5 ans que ce tour du monde a débuté. C'est le nouveau passeport européen que je vais recevoir. Un passeport qui, parce qu'il est rédigé dans les 9 langues du marché commun, fait aussi office de dictionnaire. Mais cela fait cher le dictionnaire quand il faut l'attendre 2 mois à Los Angeles. 2 mois qui me permettent finalement de gagner l'argent d'un billet d'avion pour la destination que je vous laisse lire sur le carton de Rocinante. Et oui, après les voitures de Hong Kong, ce sont les vélos de la Chine dite populaire. Les vélos qui sont tellement nombreux que Rocinante se croit bien arrivé au paradis des bicyclettes. Les pistes cyclables ici, ça sert à protéger les voitures des vélos. Et regardez comme les feux rouges sont charmants, c'est manuel, sur la gauche de l'image. On s'arrête et puis on repart. Et puis en Chine, merveille, les chiens n'attaquent pas les cyclistes. Et oui, les Chinois aiment tellement leurs chiens qu'ils les mangent, comme en témoigne cet étal de boucherie. Et la viande de chien se mélange très bien aux condiments incontournables de la cuisine chinoise, le riz blanc et la soupe de tofu. Alors, pédaler en Chine, quand on n'est pas chinois, cela présente quelques difficultés. D'abord, c'est rigoureusement interdit, mais heureusement peu de policiers connaissent cette interdiction. En fait, il n'y a que la police touristique qui soit au courant. Et donc, dans la pratique, on passe un peu n'importe où. Ensuite, deuxième problème, c'est qu'il faut trouver son chemin. Voilà le genre de panneau qu'il faut lire, ou plutôt déchiffrer. Alors moi j'ai recopié à partir d'une carte chinoise les petits dessins qui désignent les villes où je dois passer et je n'ai plus ensuite qu'à les comparer aux petits dessins des panneaux. C'est vrai qu'il faut s'habituer très vite à certains petits dessins en Chine, dès qu'on va aux toilettes par exemple. Et oui, à ne pas confondre le caractère de gauche qui veut dire homme et le caractère de droite qui veut dire femme. Un dernier problème inattendu en Chine, c'est la pollution. L'air y est dense de gaz d'échappement et il faut faire comme de nombreux Chinois, c'est-à-dire porter un masque chirurgical. Le casque, ce n'est pas contre la pollution, le casque c'est un cadeau des cyclistes américains qui considèrent que faire du vélo sans casque relève de la plus grande inconscience et ils ont sans doute raison. Ces petits problèmes résolus, commence une série de découvertes fascinantes. 白朗多高效低泡洗洁精，选料精，质量好，用量少，易漂洗，效果佳，用途广，洗涤化纤、毛料等衣物，去污力特强，洗涤家用金属及木器等物，不生锈，不变色，是家庭中理想洗涤之宝。青山映入绿水。 村舍隐在丛中，风光绚丽。湘西是汉朝宫妃王昭君的故乡。传说，她从 Mais en 小 Chine, les découvertes fascinantes, ça marche à double sens. Les Chinois sont en effet très curieux des blancs, qu'ils considèrent un peu comme des singes mal rasés, et un singe blanc à bicyclette, ça attire des foules considérables. Ici par exemple, une crevaison en rase campagne, je dis bien en rase campagne, m'a attiré 75 spectateurs. Alors pour échapper à ces foules devenues très pénibles après 3 semaines, eh bien j'offre à Rocinante une croisière sur le Yangtze-Kiang. Le Yangtze-Kiang, voilà, c'est au milieu de la carte. J'ai donc pédalé de Hong Kong à Yeoyang. Et le pointillé représente cette remontée du Yangtze-Kiang avant que ne recommence à Chongqing le voyage à vélo en direction de l'Inde au travers du Tibet et du Népal. Cette croisière est une célèbre attraction touristique de la Chine, mais pour Rocinante et moi, c'est surtout l'occasion inespérée de ne plus voir les Chinois de trop près pendant 5 jours. Ne plus voir les Chinois de trop près pendant 5 jours. 15 jours plus tard,
Un col fatidique à 3700 mètres d'altitude nous fait brutalement passer au Tibet. Alors le Tibet, ça fait officiellement partie de la Chine, mais à l'évidence, ça n'a rien à voir. C'est très différent dans tous les domaines, sauf sur un point. Toujours la curiosité des foules envers le cycliste occidental. Et là, je vais essayer de vous faire comprendre cette curiosité en vous prenant à témoin. Imaginez-vous dans la peau d'un Tibétain comme ces trois-là. Alors vous portez encore l'épée au côté, comme on la voit dépasser de la ceinture de l'homme qui tient Rocinante. Vous vivez entre 3500 et 5200 mètres d'altitude, alors vous êtes très chaudement habillé et la brûlure du soleil vous a tanné la peau. Quand vous allez au marché, il vous faut sceller votre yak. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui survivent à cette altitude. Si vous êtes une femme, vous portez 113 tresses, autant de tresses qu'il y a de perles dans un chapelet de bouddhistes tibétains. Vous ne connaissez pas d'autres bicyclettes que les bicyclettes chinoises, qui sont, comparées à nos bicyclettes, il faut bien l'admettre, ce que sont les chars à bœufs comparés aux automobiles. Donc imaginez-vous dans la peau de ce Tibétain, lorsqu'au détour du chemin, soudain, vous tombez là-dessus. Cette piste, cet affreux chemin de terre qui traverse le Tibet, est entretenu par des cantonniers chinois qui en sont toujours à casser les cailloux à coups de petits marteaux. Et ces cantonniers, et ces cantonnières, en Chine on n'est pas sexiste, les femmes font exactement les mêmes travaux que les hommes, ces cantonniers et cantonnières vont bien agrémenter mon parcours en m'offrant le chang, qui, comme la chicha bolivienne, est fabriqué avec de la salive, et cette fois-ci non pas du maïs, mais de l'orge. On m'en offre de façon très libérale et cela m'aide bien à passer les nombreux cols qui font obstacle à ma progression. On m'offre aussi la tsampa. C'est d'ailleurs la seule nourriture disponible par ici. C'est un mélange de farine d'orge sur la gauche et de beurre de yak à droite. Alors le beurre de yak, cela sent très fort. Je dirais bien que cela sent le bouc, mais justement, cela sent le yak. Yark. Ce mélange est pétri à la main dans un bol de thé chinois salé. Et voilà ce que cela donne lorsque je tente le coup. Et voilà ce que cela doit donner quand c'est fait de main de maître, en l'occurrence la main de la cantonnière charitable, dont le fils a voulu essayer mon casque. Plus étonnant que la tsampa, cela va être la rencontre de ce pèlerin, alors qu'il grêle très fort. Heureusement que j'ai un casque. Un pèlerin qui se rend à Lhasa en se prosternant tous les 3 pas et en se couchant dans la poussière pour véritablement balayer la piste de son corps tout au long des 1800 km qui nous séparent encore de Lhasa. Et cela me semble bien exemplaire de l'extrême religiosité, encore maintenant, des Tibétains. C'est une très belle route que balaye le pèlerin, comme ici, où une crête de montagne n'a jamais autant mérité son nom. Mais c'est aussi une route rendue très difficile par l'altitude et par la neige qui s'accroche encore alors que nous sommes au mois de mai. Et c'est après 33 jours de piste, dont 3 jours bloqués dans un village par une énième dysenterie, c'est après 18 cols à très haute altitude que Rocinante et moi pouvons enfin poser à Lhasa devant le fameux Potala, c'est-à-dire devant le palais du Dalai Lama. À Lhasa, encore plus ahurissant que la tsampa et le pèlerin qui se prosterne, on m'autorise à photographier, tout à fait exceptionnellement, la façon dont les Tibétains traitent leurs défunts. Cela se passe sur cet énorme rocher plat à l'extérieur de la ville. Au lever du jour, les croque-morts qu'on appelle les domden, eh bien les croque-morts déshabillent le mort, et puis avec ces outils-là, ils vont tout simplement le découper en morceaux. Et là, je prie les personnes sensibles de détourner le regard. Les images qui suivent sont assez sanglantes. Les os sont broyés à coups de marteau et mélangés à de la tsampa. Et lorsque le corps est entièrement dépecé, on s'en prend à la tête qu'on pose dans le trou du rocher, sur la droite. Et puis à grands coups du caillou, sur la gauche, on la fait éclater. Elle pend maintenant dans la main du domden, sur la droite. Et lorsque le défunt est réduit à l'état d'une bouillie rouge et blanche, les domden poussent des cris très particuliers. Et les vautours, qui s'étaient progressivement approchés, d'énormes vautours de plus de 3 mètres d'envergure, les vautours vont venir nettoyer le rocher de sa bouillie rouge et blanche, avant bien sûr de reprendre leur vol, ce qui est sans doute pour le défunt la plus sûre façon de monter au ciel.
Après Lhasa, c'est encore pour nous une route d'altitude très célèbre puisqu'elle passe par 3 cols à plus de 5000 mètres d'altitude, 5025 ici où je demande mon chemin à des nomades. Et puis le plus haut que Rocinante ne soit jamais monté, le Diasulla, à 5252 mètres d'altitude. C'est pourtant une route relativement facile et en tout cas très fréquentée puisque j'y rencontre successivement Berndt, un cyclo-allemand, Karen, une Canadienne, Yang Xiao, un cycliste chinois habillé à l'occidental, et Marc, un cycliste belge habillé à la chinoise. C'est d'ailleurs lui qui nous photographie ici devant le Chomo Langma Feng, que les Anglais ont rebaptisé Mont Everest. Et juste derrière ce Chomo Langma Feng, cela va être une très longue descente. Elle va durer 2 jours de descente, vous imaginez? Une longue descente sur un tout autre monde que le Tibet. Un monde vert et humide, chaud et parfumé. Je veux bien sûr parler du Népal. Et c'est rapidement Katmandou, où me rejoint à nouveau Françoise, tandis que Rocinante avait fait appel aux brodeurs célèbres de la capitale népalaise pour afficher fièrement les drapeaux des pays qu'elle a visités. Ils sont déjà au nombre de 39, il y en aura 45 au terme de son tour du monde. Pour Françoise, c'est un contraste énorme. L'an dernier, elle pédalait dans le pays le plus riche du monde, la voilà cette année dans le pays le plus pauvre. Les rues sont nettement moins larges et moins bien entretenues. Il n'y fait pas moins chaud et Françoise ne peut pas adopter la même tenue que l'an dernier pour se rafraîchir, alors il lui faut profiter de tous les robinets pour improviser des bains. Et c'est vrai qu'en Inde, où nous arrivons bien vite, en Inde le bain est plus qu'une tradition, c'est comme ici à Bénarès un véritable sacrement religieux. L'ennui, c'est que l'eau du bain, c'est-à-dire l'eau du Gange, sert aussi pour les derniers sacrements, puisqu'on y jette les cendres des crémations. Or, pour avoir droit à une crémation complète, il faut acheter beaucoup de bois, et le bois est cher, alors il n'est pas rare, c'est bien connu, il n'est pas rare de voir défiler sur le Gange des cadavres à demi brûlés. Alors plutôt que de me baigner, moi j'adopte une autre coutume indienne, pour se rafraîchir, qui est de se faire tondre la tête. Ouf, ça fait du bien. Rafraîchis chacun à notre manière, Françoise et moi reprenons à Bénarès notre découverte des bizarreries indiennes. Bizarreries indiennes comme ces gourous qui font de la pub, bizarreries comme ces vaches qu'on élève en ville plutôt qu'à la campagne, comme ces taxis qui n'ont que 3 roues mais jusqu'à 15 passagers, bizarreries comme ces transports scolaires à la force du jarret, ici 12 écoliers sur le même vélo, comme cette extrême pauvreté qui, l'on sait, côtoie l'extrême richesse. Bizarreries comme ces marchandes de légumes assises par terre, mais les bijoutiers et les orfèvres sont aussi assis par terre. Comme ces dromadaires qui roulent à gauche et qui sont faciles à dépasser. Bizarreries comme ces éléphants qui font la quête et à qui on n'ose pas refuser. Bizarreries comme ce fameux Taj Mahal, et encore plus bizarre et moins connu, comme les tondeuses à gazon du Taj Mahal. Voici la petite à la main, et voilà la grosse à moteur. Mais comme en Chine, la curiosité de la foule devient rapidement insupportable. Le record chinois de spectateurs pour une crevaison est ici battu. Et une chute de Françoise sans gravité, mais avec une grosse frayeur, une chute causée par un cycliste indien trop curieux d'une femme à bicyclette. Cette chute nous décide à visiter le sud de l'Inde en train, c'est-à-dire comme des touristes tout à fait normaux. De retour à New Delhi à la fin du mois d'août, Françoise reprend l'avion pour Paris. Rocinante et moi continuons sur le Pakistan,
Ou dans la ville de Quetta, après avoir admiré les rickshaws très richement décorés, nous nous étonnons de ce que les hommes, oui je dis bien les hommes portent tous des chaussures à talons. Et nous n'avons compris qu'après avoir rencontré le cordonnier s'appelle en effet, comme c'est indiqué au-dessus de sa porte, il s'appelle Monsieur Sadik. Fin 1986, où nous arrivons maintenant, je vous rappelle que les Iraniens appelaient les Américains des grands satans, mais les Français des petits satans, ce qui ne valait guère mieux. Or, comme Rocinante et moi sommes français, cela explique tous les pointillés sur cette dernière carte du voyage de Rocinante, puisque c'est en effet en avion que nous devons passer par-dessus l'Iran et arriver à Istanbul en Turquie. Là, comme toutes les montures qui sentent l'écurie toute proche, Rocinante va presser le pas et rentrer au plus court au travers de la Thrace, c'est la partie européenne de la Turquie, au travers de la Grèce, de l'Italie, avant de repasser la frontière française à Menton, la première de toutes les frontières du Tour du Monde de Rocinante où l'on nous autorise à prendre des photos. Les images, justement, était aussi de Raymond Puil, de Yann Mogensen et de Françoise. Les sons ont été réalisés grâce à Radio France Drôme, la musique originale est de Dominique Cheval, et que soient également remerciés les cyclo-sauniers et la municipalité de Saint-Vallier-sur-Rhône. Et puis je suis tenu par contrat à vous présenter ici les prix obtenus par le diaporama que vous venez de voir. Merci de votre attention. Et n'oubliez pas que je vais venir me mettre à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous vous posez encore sur le Tour du Monde de Rocinante.